Bien, écoutez, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom du comité d'organisation de ce 34e Salon international du livre de montagne de Passy, qui reçoit cette année la vallée d'Austin. Pour animer cette soirée et mieux connaître le versant intime des grands écrivains et des grandes écrivaines, ou des grands auteurs, françaises, eh bien, nous avons invité Belinda Cannon et Valentine Bobby, qui ont toutes deux écrit leur versant intime dans la très belle collection de Fabrice Lardreau, qui est publiée chez Artaud. Fabrice Lardreau, de son côté, ayant publié chez Glénat Leur Montagne, une série d'entretiens avec 32 personnalités qui racontent la façon dont ils ont pu approcher la montagne et surtout les rencontres qui les ont incités à découvrir d'autres univers que le leur. Il y a toujours des passerelles qui sont posées entre l'effort et la pensée, et c'est effectivement ce dont traitent ces différents traités, avec toujours un besoin d'altitude, parfois un besoin de fuite, parfois un besoin de se retrouver soi-même et d'aller à la rencontre des autres et d'explorer le paysage sous un autre angle. Donc, je pense que Fabrice Lardreau pourrait déjà présenter sa collection et nous dire de quelle façon il procède pour demander, pour faire accoucher, si l'on peut dire, ses invités de cette superbe, de cette vision qu'ils peuvent avoir de la montagne. Bonjour à toutes et à tous. La collection est née en 2018 et en fait elle est la suite de portraits que je publie depuis bientôt 20 ans dans La Montagne Alpinisme, le magazine du Club Alpin Français. Les portraits que je publie, en fait, toujours l'idée c'est de comprendre comment la montagne façonne le destin d'une personne et d'un artiste, d'une artiste. Donc je faisais ces portraits et puis Artaud m'a contacté me disant on aimerait approfondir les portraits que vous publiez dans des livres d'entretien. Alors, puisque Michel parle d'accouchement, je ne sais pas si c'est le terme que j'aurais employé, mais ce qui est certain, c'est que j'aime bien remonter aux origines. En fait, un livre d'entretien comme un portrait, pour moi, c'est l'histoire qu'on raconte. Et la montagne, en fait, ce qui, moi, continue à m'émerveiller depuis 20 ans, à me passionner et à stimuler ma curiosité, c'est qu'il y a autant de facettes que de personnes. Contre toute attente, je pense que tous les gens qui sont ici, je pense, sont passionnés de montagne, font de la montagne à des titres divers, et qu'en réalité, si on peut retrouver les fondamentaux, ce qui est assez fascinant dans toutes les personnalités que je rencontre, et les deux personnes qui sont ici, Valentine et Belinda, le confirmeront, c'est qu'il y a évidemment des constantes. Quand vous interrogez les gens sur leur rapport physique à la montagne, sur leur lecture, on retrouve évidemment certains éléments, mais très franchement, entre Étienne Klein, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui est sur la route et qui va arriver, entre Boris Cyrulnik, que j'avais rencontré il y a quelques années, chaque personnalité, par son parcours, éclaire la montagne, et surtout, en retour, la montagne éclaire son parcours. C'est pour ça qui m'a fasciné. Et la question que je pose toujours, c'était après avec nos deux invités qu'on en parlait, c'est toujours quel est leur premier rapport à la montagne, c'est-à-dire le premier souvenir, le souvenir fondateur. Je crois que je demande toujours, enfin Valentine c'était le cas, et Belinda à peu près aussi, je demande toujours aux gens quel est votre premier souvenir de montagne. C'est très très intéressant quand on se plie l'exercice de voir d'abord, ne serait-ce que le temps qu'il faut à la personne pour le trouver, ce premier souvenir. Pour certains c'est une évidence, pour d'autres c'est plus compliqué. Et surtout, si je demande aux gens le premier souvenir, on peut se poser une chronologie. Et en réalité, c'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est pas forcément le premier souvenir de montagne qui me rappelle, c'est le plus marquant. C'est celui vraiment qui les a façonnés. Et souvent, dans le cours de la conversation, et dans le cours des livres d'entretien d'ailleurs, je me rends compte que la personne avait déjà fréquenté, connu la montagne, mais que ce souvenir pour elle était soit, je ne vais pas dire refoulé, mais il était marginal, et que la montagne commençait vraiment à un moment donné, de la même manière que dans une vie humaine. Il y a je pense, des échéances dans toutes nos existences qui font qu'on a l'impression de naître ou de renaître à un certain moment. Et la montagne, souvent, est associée à des moments de l'enfance, des moments de la famille.
voilà, l'histoire commence avec ce premier souvenir, qui n'est pas forcément le premier souvenir. Donc voilà. Il y a dans les différents témoignages toujours un rapport sensuel à la montagne, et souvent est exprimé un besoin d'ailleurs, un besoin de sortir de sa vie ordinaire, sans pour autant pratiquer de haute montagne. Parce que ce qui est assez frappant, du moins dans vos témoignages, Valentine et Belinda, c'est que c'est surtout la marche en montagne qui vous a éveillé. C'est surtout la marche. Je dois commenter. Oui, alors, enfin, il y a aussi, je crois, autant de montagnes que de moments de nos existences. Pour moi, la montagne de l'enfance est sans rapport avec la montagne de l'âge adulte et plus qu'adulte, hein, 50 ans, et elle ne tient pas du tout la même place, et au sens du volume et en termes de signification dans ma vie que quand j'étais enfant. J'ai marché en montagne avec mes parents, mais sans la conscience que je marchais en montagne. J'ai simplement appris à déployer mes sens autrement, dans un univers qui m'a fait découvrir une appréhension du monde qui dépassait la vue et qui en effet était une sensorialité très particulière, propre à l'enfance, mais dans un milieu qui est celui des reliefs. Et puis aujourd'hui, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que la marche, c'est une méditation, c'est une façon de rencontrer les autres, c'est une exploration du monde, et pas seulement une exploration intérieure ou même sensorielle. Il y a quelque chose de l'ordre aussi de l'effort physique, qui est très satisfaisant et sensuel, mais qui m'échappait complètement au moment de l'enfance où la montagne était avant tout un terrain de jeu et un endroit où se fabriquaient des souvenirs familiaux. Donc là, encore une fois, même la marche, en fait, ça se questionne. Qu'est-ce que c'est que la marche? Avec qui on marche? Pourquoi on marche? Combien de temps on marche? Vers où on marche? C'est là aussi certainement aussi diversifié, varié que tous les âges de la vie. Donc c'est difficile de répondre à cette question d'une manière univoque. Oui, en fait, la marche stimule la pensée. Enfin, du moins, c'était l'appréciation que Giono portait sur la marche. Quand on ne sait pas quoi faire, quand on ne sait pas quoi penser, on marche. Quand on veut penser mieux, on marche encore, etc. Mais la marche, c'est aussi, la marche en montagne, c'est aussi une source d'émerveillement. Absolument. On m'entend, là? Non. Bon. Ah, voilà. Je vais garder. Non, je voulais revenir, du coup, si tu permets, je voulais revenir sur ce que disait Fabrice, parce que deux choses qui vont rejoindre ta question. Moi, avant que Fabrice un jour me convoque, on se connaissait depuis très longtemps, et un beau jour, il m'a convoqué en me disant « Nous allons parler de la montagne pour la revue, pour le magazine dans lequel il écrit donc tous ses portraits. » Je lui dis « Ah bon, si tu veux. » Et vraiment, j'étais un peu étonnée. Alors c'est vrai, j'allais marcher tous les ans à Chamonix, c'est vrai, oui, enfin il y avait des liens entre la montagne et moi, mais vous savez, on fait tous des tas de choses qui nous plaisent et qu'on fait régulièrement, et pourtant on ne se rend pas compte à quel point c'est central. Et donc on fait cet entretien avec Fabrice, on a parlé 2 heures, et là j'ai assisté moi-même, j'ai découvert à quel point la montagne était fondatrice dans toute ma vision du monde. Je me suis aperçue que c'est là que je trouvais mes plus belles métaphores pour parler de la littérature, que de fait, je passais beaucoup de temps en montagne d'une façon ou d'une autre, bref, que les images de travail, d'effort, ou pas d'ailleurs, tout ça j'avais constamment des métaphores liées à la montagne. Et donc j'ai été émerveillée à l'issue de notre discussion en me disant, mais bon sang, il avait entendu tout ça, que moi-même j'ignorais à quel point c'était central. Alors, et là-dessus vient la question de ce premier souvenir dont parlait tout à l'heure Fabrice. C'est vraiment très intéressant, parce que c'est quand Fabrice disait, quand on demande à quelqu'un quel est son premier souvenir, ce qu'il dit, c'est pas forcément le vrai premier souvenir. Et en effet,
dans cette discussion avec Fabrice, il m'a demandé quel est ton premier souvenir. Alors j'ai réfléchi et je lui ai dit, ben voilà, un jour je suis allée à Vars, j'étais invitée à aller skier, je ne skiais jamais. J'étais invitée par des gens à skier et donc j'arrive dans ce territoire de haute montagne déjà, et là j'ai vraiment un choc esthétique, mais fondateur, enfin, et dont je me suis souvenue toute ma vie. Tout à coup surgit la montagne avec ce côté sublime de la montagne, c'est-à-dire une beauté qui dépasse ce qu'on peut en dire, qui dépasse la possibilité de la fixer. Hein, vous voyez bien que les tableaux de montagne, c'est très difficile, hein, finalement, les représentations de la montagne, c'est très difficile qu'elles parviennent à restituer l'impression de sublimité de la montagne, etc. Bref, donc dans mon souvenir, tout à coup, la haute montagne, etc. Et donc, un peu plus tard dans la conversation, Fabrice me dit, bon, alors, t'es sûr, c'est ton premier souvenir? Là, j'avais peut-être 16 ans ou 17 ans. Donc, je réfléchis, et ce qui était passionnant, c'est que j'étais allée déjà 2 ou 3 ans de suite dans le Vercors. Et quand il me demandait mon premier souvenir, au lieu de lui parler du Vercors, le Vercors, qui est quand même la montagne, je lui parlais de Vars. Et c'est là que j'en viens à ta question, Michel. Oui, l'émerveillement. Évidemment, après, je me suis intéressée à l'émerveillement, j'ai écrit S'émerveiller, donc un livre sur l'émerveillement, dans lequel la montagne était déjà assez présente. Et évidemment, mon premier souvenir, c'est celui de la montagne émerveillante. Et le Vercors, manifestement, je suis obligée de l'admettre, je trouve ça très beau, enfin, je ne suis pas retournée depuis très longtemps, mais c'était probablement pas assez haut, ou pas assez suffocant, de sorte que c'est passé au second plan de les souvenirs, vous voyez. Donc c'est très intéressant comme la mémoire travaille en fonction de nos tropismes, de nos goûts, de ce qui va être important pour nous, et l'émerveillement, qui est une notion très importante pour moi, eh bien il était forcément lié à une montagne plus haute que le Vercors, si bien que dans mon souvenir je l'avais mis au second plan. Donc oui, la montagne pour moi, c'est le lieu de l'émerveillement, et le livre qu'on a fait ensuite avec Fabrice, c'est vraiment lié à ça. Enfin, c'est un deuxième temps de ce que j'ai écrit sur l'émerveillement. Cette fois, c'était l'émerveillement face à la montagne, face à la haute montagne. C'est aussi un lieu de dépassement de soi-même dans le cadre d'une aspiration verticale. Et j'en profite pour saluer Étienne Guillain qui vient de nous rejoindre. Je vous remercie vraiment d'être présent parmi nous, là, parce que je sais que vous avez fait beaucoup de... C'était très compliqué pour vous de venir nous rejoindre. Et vraiment, je suis très reconnaissant d'être parmi nous. Et dans votre ouvrage publié chez Artaud, donc Psychisme ascensionnel, vous parlez d'une aspiration verticale et surtout de la solidarité qu'il peut y avoir au sein des cordées, alors que Valentine et Belinda sont plutôt des adeptes de la randonnée, sinon en solitaire, du moins d'une randonnée pour écouter le silence et profiter de la beauté simple du monde. La haute montagne, c'est différent. Bon, bonjour à toutes et à tous, excusez-moi en effet pour le retard. C'est pas très facile aujourd'hui de circuler. Moi j'ai commencé par la randonnée en fait. J'ai découvert la montagne à l'âge de 20 ans, à Chamonix, et le plaisir premier a été esthétique. Exactement comme l'a dit Belinda, mais j'ai fait le tour du Mont Blanc avec quelques personnes. Et là, j'ai découvert plutôt ce que j'appellerais l'endurance. Et les alpinistes que j'ai croisés me semblaient être des gens d'une autre espèce que la mienne. Je me souviens avoir vu des alpinistes polonais qui redescendaient du Mont Blanc pour le glacier des Bossons, qui à l'époque descendaient quasiment jusqu'à la route, ce qui est plus le cas aujourd'hui, et ils étaient complètement dans le gaz. J'ai l'impression qu'ils revenaient des lunes, hein, et que jamais je ne pourrais faire comme eux. Et d'ailleurs, l'idée ne m'est pas venue à l'époque. Mais j'ai découvert ce que Wechsler appelle le psychisme ascensionnel. C'est-à-dire le fait que quand on est parmi les montagnes, on a tendance à regarder le sommet plutôt que ses pieds. Mais la randonnée, c'est d'abord la découverte de l'endurance. Et bien plus tard, j'ai compris en lisant des livres que c'est l'endurance qui nous a sauvés en tant qu'humains. C'est-à-dire qu'on est fait pour marcher longuement et pour courir. Il n'y a aucune espèce animale qui soit plus endurante que nous. Ça a été démontré empiriquement, et ça s'explique par le fait qu'on est des bipèdes. On est des bipèdes, on a donc une poitrine qui peut recevoir un flux d'air
nous refroidit, notamment quand les températures sont élevées, ce qui n'est pas le cas des autres animaux. La bipédie fait que la répartition des efforts musculaires n'est pas également répartie dans toutes les parties du corps, c'est plutôt les jambes qui travaillent. Et donc il y a une espèce d'optimisation de l'effort qui est bien réparti dans le corps en étant plutôt concentré dans certaines zones, ce qui économise les autres. Et surtout, on a des glandes sudoripares un peu partout sur le corps qui permettent d'éliminer la chaleur produite par l'activité des muscles. Et on est les meilleurs. Alors je ne dis pas que tous les humains sont meilleurs en endurance que tous les animaux, mais aucun animal ne pourrait battre un homme en duo. Et je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais je suis venu à l'alpinisme très longtemps après. Il m'a fallu 10 ans pour franchir cette paroi de verre. Et là, j'ai découvert en effet ce qu'on pourrait appeler l'esprit de cordée, c'est-à-dire une responsabilité équitablement partagée, même si les niveaux entre ceux qui la composent ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes avec un guide, évidemment, il est bien plus fort que vous, et il est responsable de votre vie, mais vous êtes aussi responsable de sa vie. Et j'ai toujours trouvé que dans les cordées, ça se passe bien. C'est-à-dire que ça illustre ce que disait Camus, un homme, ça s'empêche. Il me semble, en tout cas c'est l'expérience que j'ai, dans une cordée, on s'empêche. On ne crie pas, on n'insulte pas, on se tient bien en fait. Parce qu'on sait très bien que tout excès pourrait être, notamment dans les situations critiques, dangereux. Alors dans le psychisme ascensionnel que j'ai écrit en répondant aux questions de Fabrice, qui m'a poussé dans mes retranchements, j'évoque jamais la peur en montagne, parce que j'ai jamais eu peur. J'ai toujours l'impression que la peur, que la montagne m'aimait comme je m'aimais, donc entre amis, ça va, on se fait pas de mal. Mais depuis, j'ai fait la grande traversée des Grandes Jorasses avec un ami qui s'appelle François de Milano. Et là, ça s'est mal passé parce qu'on a eu la canicule, des chutes de pierre, un orage terrible. Et là, j'ai vraiment eu peur, une peur très longue. C'est pas un petit coup de stress, c'est une peur de 3 jours. Et ça a quand même changé mon rapport à la montagne. Et du coup, assez rapidement, j'ai dû refaire une course classique ou tout ce là pour lui pardonner cet excès. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans cette traversée qui a été quand même quelque chose d'assez spectaculaire psychiquement, l'esprit de cordée n'a jamais varié. Il n'y a pas eu de tension, il n'y a pas eu de... Au contraire, plus c'était impressionnant et dangereux, plus on était calme. Enfin, en tout cas, en apparence. Et donc, oui, l'esprit de cordée, ça compte. D'ailleurs, c'est un anagramme aussi, je me souviens, l'anagramme de l'esprit de cordée, c'est le code de prêtrise. Et il me semble qu'en Israël, il y a quelque chose de religieux qui tient le cordée. Alors que la marche est plutôt un exercice solitaire, non, qui permet de mieux profiter du paysage et du silence. Et je me rappelle que Valentine Gobi a reçu le prix Paysage écrit cette année, et décerné par la Fascine. Avec grand plaisir d'ailleurs. C'est drôle en fait, j'ai toujours beaucoup de mal à accepter ce mot-là, paysage. Marcher, c'est profiter du paysage. Ça dit bien toute la distance justement qui nous sépare. J'habite en ville, mais dès que je quitte la ville, c'est pour aller à la montagne. Je ne vais pas à la mer en vacances, je ne vais pas à la campagne, je ne vais pas en forêt, je vais vraiment en montagne. Et le en est important parce que, en effet, ce que j'aime, c'est les grandes traversées, c'est l'autonomie, c'est l'itinérance. Et il ne s'agit pas, en fait, d'évoluer dans un paysage. Le titre de ces entretiens que nous avons menés ensemble avec Fabrice, c'est Devenir montagne. Et pour moi, c'est une entreprise consolatoire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la conscience de cette séparation extraordinairement forte et violente, en même temps désirée. Personne ne m'oblige à être un animal urbain. Et j'ai grand plaisir à évoluer dans des musées, dans une ville électrique qui est Paris. Mais il y a la sensation de ce manque qui est constant,
qui me reconduit en fait immanquablement à la montagne comme un endroit où je peux expérimenter en fait, être entière et retrouver quelque chose qui est perdu. Alors c'est très archaïque certainement comme pensée, comme expérience, la matrice perdue qu'on recherche toute la vie. Mais il y a quand même un lien très très fort justement avec l'entreprise de l'écriture, qui pour moi est une entreprise de raccordement permanent à ce qui est perdu. Le langage, c'est à la fois la manifestation de ce qui nous sépare, à partir du moment où il faut nommer qu'on n'est plus dedans, et en même temps, c'est le moyen de se raccorder à ce dont on est coupé en le mettant en mots et en le donnant en partage. Et par exemple, le paradoxe absolu, c'est d'écrire sur la montagne, puisque quand on écrit sur la montagne, ce qui m'est arrivé, il faut à la fois s'immerger à l'intérieur. Je suis ma propre matière en même temps que les témoignages, les recherches que je fais. Mon imagination me donne les outils pour écrire. Il faut en même temps s'immerger, puis il faut s'arracher, parce que c'est bien par le langage et avec le langage qu'on écrit de la fiction, qu'on écrit des textes littéraires, et ces textes de fiction sont destinés à nous raccorder à ce que justement nous quittons par l'écriture, et aussi à le donner en partage à des lecteurs. Et donc, moi, je travaille beaucoup sur cette espèce de cicatrice qui ne cesse de s'ouvrir et de se refermer, avec peut-être ce plaisir un peu coupable de l'enfant qui se gratte le genou pour réouvrir la croûte qui s'est formée, sentir à nouveau que ça démange, et laisser se refaire cette cicatrisation pour éprouver qu'il est vivant. Voilà, cette position en fait très élastique de retour et de retrait vers la montagne et hors de la montagne est destinée sans cesse à consoler quelque chose d'inconsolable dont je réactive l'existence, probablement parce que c'est aussi un objet de réflexion, un objet d'écriture, et qui finalement n'est pas contradictoire avec d'autres livres, d'autres sujets. Je n'écris pas du tout que à partir de la montagne ou sur la montagne. Mes sujets sont historiques, font voyager dans les années 40, j'évoque la sécurité sociale, les camps de concentration, le handicap, le handisport, enfin des choses qui peuvent paraître très éloignées, mais où chaque fois, ce qui est questionné, c'est vraiment comment on se raccorde au monde vivant, nous qui en sommes constamment séparés et qui ne cessons de vouloir y retourner tout en y parvenant jamais. C'est découvrir le monde, c'est l'observer, c'est y méditer, mais marcher en montagne, découvrir la montagne, c'est aussi avoir le sentiment d'appartenir à ce monde, d'appartenir à ce paysage. C'est être à la fois le spectateur de ce monde, mais d'en être aussi l'acteur. C'est le sentiment océanique dont parlait Romain Rolland. Oui, en effet, pour le formuler d'une façon très légèrement différente de ce que vient de faire Valentine, je dirais que à partir de cette même expérience qui est de traverser les paysages, de monter, de marcher dans la montagne et d'être dans cet effort d'endurance, en effet, moi, le sentiment qui me vient qui est le plus fort pour moi, c'est celui d'être en relation avec cette chose qui est tout autre que moi. La montagne, c'est tout autre. Et en même temps, je suis absolument liée à elle. Et lorsque je suis au sein, quand je suis au sein de la montagne, j'ai ce sentiment d'être en relation avec elle. Alors en effet, j'ai parlé du sentiment océanique, j'en ai parlé quelques fois parce que, vous savez, ce sentiment océanique, c'est un jour dans un échange de correspondance entre Freud et Romain Rolland, où il parlait de la religion. Et Romain Rolland a évoqué cette perception du monde que nous avons et qu'il a nommé sentiment océanique. Et le sentiment océanique, c'est le sentiment, c'est l'état presque, l'état dans lequel nous sommes dans le monde tout en faisant partie du tissu du monde. Moi, ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie, pas plus. Et pourquoi j'en parle? Parce que 2 fois, c'est à la montagne. Donc je me dis qu'il y a quand même un lien, pour moi en tout cas, entre ce sentiment et la montagne. Vous savez, c'est un moment où on perd la conscience de son existence séparée et où, au contraire, on se perçoit même plus d'ailleurs, hein, mais on fait partie de la pâte du monde. Et on n'est pas distinct.
ça ne veut pas dire qu'on n'est pas distinct du monde, on l'est bien sûr. C'est une des modalités de la conscience que nous pouvons avoir. La plupart du temps, nous sommes séparés, nous sommes devant le monde, nous sommes spectateurs du monde. Et puis, il peut arriver, à mon sens, c'est peut-être d'ailleurs le sommet de l'émerveillement, il peut arriver un moment où on cesse d'être devant le monde, mais on est dedans. Et donc, c'est un sentiment très étrange, fugitif, qui a à voir avec sans doute la joie, même si au moment où on l'éprouve, tous ces sentiments très psychologiques, des sentiments psychologiques, mais vous voyez, c'est un moment où on n'a pas ce genre de référence qu'on a dans la vie ordinaire, comme même par exemple la joie. On est juste là, dans le tissu du monde. Et les deux fois où ça m'est arrivé, c'était une fois au plateau dans Paris, qui est dans l'Oisans. Une autre fois, c'était en Corse, devant un paysage de montagne très escarpé, et sur les 3 fois. Et voilà, donc pour moi, c'est un moment étonnant de conscience de soi, si je puis dire. C'est justement la conscience diffuse, dispersée de soi dans le monde. Donc ça fait partie des choses qui peuvent m'arriver, en tout cas, dans la montagne. En tout cas, on voit bien que la montagne, aller en montagne, c'est un plaisir, c'est une émotion, c'est un partage. Et dans les invités qui ont pu s'entretenir avec Fabrice Marottereau, on voit bien que l'exploit est contingent et que la randonnée se joue de la performance et que la plupart des personnes interrogées ne voient pas leur rapport à la montagne comme une volonté de dominer ou d'être puissant. Je veux dire, il faut que la montagne soit réellement un plaisir. Enfin, à travers toutes les personnes qui figurent dans la collection, à ce jour, il y a 11 titres dans la collection. On voit déjà que le plateau là, qui est constitué avec Valentine, Belinda et Étienne, on a 3 exemples comme de rapports différents et en même temps complémentaires à la montagne. Et je pense que dans le rapport qu'on a tous à la montagne, on passe par des phases différentes dans nos existences. Il y a peut-être des moments où on a davantage besoin d'une endurance physique, d'autres moments plus contemplatifs. Je ne pense pas qu'on puisse... que même dans une seule personne, il y a plusieurs moments. Enfin, il y a de la même manière qu'il y a plusieurs temps chez un prof, chez un écrivain. On voit bien qu'il n'écrit pas forcément sur le même livre. Je crois que c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est de voir que vous toutes et vous tous, ce rapport que vous avez à la montagne évolue. Enfin, il peut commencer par une discipline, ça peut se conjuguer. Enfin, je pense qu'on peut parfois avoir vraiment besoin, même de se fatiguer. Enfin, Étienne, peut-être on parlera tout à l'heure, il y a un passage très beau sur le trail dans le livre qu'on a fait ensemble. Il parle vraiment très très bien d'une manière assez radicale d'aborder la montagne. Mais je pense qu'on a tous, peut-être parfois même dans une même journée, des rapports différents qui changent à la montagne, et donc dans nos vies encore plus. Mais c'est certain que dans la randonnée, de ce que les uns et les autres nous ont dit, c'est assez fascinant de voir comment on rentre dans le monde. Enfin, Belinda en a parlé très très bien avec le sentiment océanique. Michel Butor, en fait, avec lequel j'avais fait le premier titre de la collection, raconte très bien comment il y a une espèce d'interpénétration pendant une randonnée entre la psyché du randonneur ou la randonneuse et le paysage qu'il aborde lentement, qui ne cesse de se recomposer. C'est-à-dire que chaque fois que vous arrivez à un lacet du sentier, le paysage se recompose très lentement, et il y a une interaction entre les pensées, les souvenirs du randonneur, les modifications du paysage, donc pour reprendre le titre assez connu, la modification de Butor. Donc c'est vrai que pour moi, et je le redis à toutes et à tous, comment, au bout maintenant du 11 livre d'entretien, je ne sais plus très bien si ce que j'éprouve, si ce que je sais, si ce que je dis sur la montagne vient d'eux ou de moi. La limite étant peut-être Étienne Hulin, parce que j'ai vraiment mes compétences en matière de physique et de mathématiques étant tellement nulles, je sais très bien que le peu de choses qu'Étienne a réussi à m'apprendre ne viennent pas de moi. Mais voilà, c'est assez troublant et assez jubilatoire de voir comment les pensées, les expériences des uns des autres, et encore une fois, ils en parlent très bien tous les trois en ce moment même, finissent moi par me nourrir, et il y a une vraie confusion dans ma manière d'aborder la montagne. Je ne sais plus. Parfois, il y a des souvenirs qu'on fait siens. Il m'est arrivé des fois de me dire non, ça Fabrice, c'est pas toi, c'est Étienne, c'est Belinda, parce que je n'avais pas vécu cette partie-là. Alors... Comment? C'est vrai? Non, c'est assez troublant. Et encore une fois, ça montre la multiplicité de facettes quasiment infinies de la montagne qui ne s'épuise pas. Moi, je crois que c'est ça qui est intéressant. Je viens de Provence là, ce matin.
Donc voilà, j'ai vu apparaître vraiment les montagnes en début d'après-midi. Et moi, la joie très enfantine de voir juste surgir devant moi les montagnes. Je parlais à ma femme dans la voiture, j'étais comme ça. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y avait? Rien, puisqu'il y a les montagnes. Parce que c'est inépuisable. Alors je ne sais pas si je vivais en montagne, si tous les matins, en ouvrant mes volets, je vois la même phrase, je pense qu'il finirait par être lassante. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement profond. Et encore une fois, vous en parlez tous très bien, de ça qu'à voir les montagnes, à savoir qu'elles sont là. Voilà. Je t'ai évoqué le mot confusion, et il y a quelque chose qui me vient, que j'évoque dans le livre, mais que je trouve extraordinaire et qui va peut-être rejoindre un peu le sentiment océanique dont tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment la volupté de la dissolution. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de crispation identitaire extraordinaire. Et il faut toujours se revendiquer des appartenances. Des appartenances, alors, à un genre, à un sexe, à une culture, on devient en fait prisonnier de cette revendication d'unicité de chacun de l'existence, qui fait sûrement partie de l'appropriation qu'on a de sa propre histoire, mais qui au bout d'un moment nous isole aussi beaucoup les uns des autres. Et moi, je trouve extraordinaire en fait cette possibilité de la dissolution. Quand on traverse une montagne, quand on traverse un sentier de grande randonnée, on est à la fois dans la montagne et avec les autres dans la montagne, et tout d'un coup, perdre cette nécessité de toujours se définir autre, contre, différent, c'est une sensation aussi extrêmement allégeante et tout d'un coup confortable aussi, de se dire que n'être pas grand-chose, c'est aussi merveilleux en fait. Ça fait partie, en tout cas moi, de mon émerveillement. Oui, parce que l'on grimpe ou que l'on busarde, ce qui compte, c'est de pouvoir s'épanouir dans la pratique de la montagne que l'on a choisie, et à chacun de trouver le moyen de son épanouissement. Je l'ai répété peut-être. En tout cas, je ne sais pas exactement ce que tu attendais comme réponse, mais ce qui est frappant, en tout cas, dans chaque fois qu'on lit les uns et les autres, par exemple, Étienne, c'est évident que c'est notre avenir. Nous, on était petites marcheuses, il faut bien que tu comprennes. Dans 10 ans, peut-être, on arrivera à faire du clin en montagne. Alors, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est incroyable la multiplicité des pratiques, en effet, de la montagne et de tout ce que chacun apporte, au fond, ce qu'il est. Malgré tout, on va faire un ping-pong pour repartir de ce que disait Valentine, de ce sentiment, en effet, de dissolution qui est tellement agréable. En tout cas, on a une petite dent contre toutes ces manies identitaires de l'époque. Et c'est vrai qu'à la montagne, au moins, on est un être humain qui est en train de faire un effort, différentes sortes d'efforts, pour se déplacer dans ce grand paysage qui le subjugue, au bon sens du mot. Et c'est vrai que je suis très fascinée, mais probablement, Étienne, que ton énergie vitale trouve à s'exprimer dans la montagne d'une façon ou autre. Moi, je ne suis pas très contemplative dans la vie, je suis beaucoup agitée, mais quand même pas à ce point. Je ne sais pas, la question est-ce que plus on est agité, moins on est contemplatif ou... Bon, d'abord, moi je suis né, donc mon rapport à la montagne est en train de changer. J'ai été il y a quelques jours avec mes enfants à Chamonix et mes fils, 25 et 30 ans. Bon, c'est dur à suivre. Alors qu'avant c'était l'inverse. Donc il se passe des choses dont je dois tenir compte dans ma façon de parler de la montagne. Mais qu'on fasse de la randonnée tranquillement, de façon plus intense, qu'on fasse du trail ou de l'alpinisme, dans tous les cas, à l'arrivée, on n'est pas dans le même état qu'au départ. Il y a une sorte d'accomplissement. Et donc c'est presque la revanche d'Aristote contre Galilée. Parce que la révolution de Galilée, c'est dire un mouvement, ça laisse l'objet qui se meut complètement invariant. Ce qui a changé, c'est la position. Alors que pour Aristote, le
le mouvement dans l'espace est une transformation du corps qui se déplace. L'alpinisme, la randonnée, la marche en montagne, c'est des processus par lesquels on est transformé par le fait qu'on s'est déplacé par ses propres moyens dans l'espace. Et je pense que c'est un rapport évident avec, peut-être pas la pensée, mais en tout cas le flux des idées qui nous traversent. Flaubert disait « on ne peut penser qu'assis ». Et oui, profitez-en. Il a été contredit par Nietzsche, par beaucoup d'autres. Avant, Rousseau, Montaigne avaient expliqué qu'ils ne pouvaient penser que si leur corps était lui-même mis en action. Et je l'ai appris il n'y a pas très longtemps en lisant la conférence d'un grand prix Nobel de physique américain qui s'appelle Gell-Mann. Il a fait une conférence à Princeton en 1956. C'est le physicien qui a prédit l'existence des quarks, c'est pas n'importe qui. Et il rappelle que les Allemands avaient inventé une expression qui désigne cela. Il parle de la Sitzfleisch, c'est-à-dire la viande assise. Pour penser, il faut asseoir sa viande, il faut se confondre avec l'inertie de son propre corps, et une fois qu'on est dans cet état, alors on peut se mettre à penser. Autrement dit, on ne peut penser que si on ne fait rien d'autre. Et je pense que cette expression est trompeuse, d'autant plus qu'on peut penser dynamiquement tout en étant immobile. Par exemple, Einstein qui disait qu'il avait une pensée musculaire. Il mettait en scène son corps dans des situations qu'il pouvait imaginer pour voir si telle ou telle loi physique était vraie, comment son corps se comporterait dans la situation qu'il avait imaginée. Et on a découvert il n'y a pas très longtemps, vous savez, les neurones miroirs, qui font que quand vous regardez quelqu'un accomplir une action, eh bien, la zone du cerveau qui est activée est la même que quand c'est vous-même qui accomplissez l'action. Au point qu'il y a un papier qui est sorti hier, écrit par des Japonais, montrant que regarder à la télévision les épreuves des Jeux Olympiques procure presque aussi autant de bénéfices que si on fait du sport. Donc, en fait, c'est que des bonnes nouvelles. On va se précipiter sur Internet pour voir les vidéos qui vous sont consacrées à chacun et à chacune, de façon à vous aider à progresser. En tout cas, la pratique de la montagne relève d'une réelle esthétique qui est peut-être différente selon la façon dont on pratique la montagne. Je vais dire, la marche que prône Valentine se fait plutôt en silence. Et c'est aussi la montagne un espace de rencontre qui enrichit la personne qui marche, parce que ces rencontres sont toujours fondatrices d'autres choses. C'est ce qui s'est passé dans le roman L'île haute, par exemple, qui est né des rencontres à Valorcine. Donc voilà, ça fait partie aussi des joies que doivent procurer la montagne, ce sont ces rencontres. Alors, c'est pas contradictoire, mais oui, la rencontre et le silence, parce que ce que je trouve extraordinaire, c'est justement, pour reprendre quelque chose que j'évoquais tout à l'heure, que la montagne, ça peut être aussi un lieu de l'abolition du langage, vraiment. Moi, je suis dans le langage en permanence, c'est ma vie, d'écrire, de chercher les mots justes pour les poser sur un réel dont je me suis extraite, justement pour pouvoir l'écrire. Je me transforme en objet, je cherche les mots, et à la montagne, ce que je cherche aussi, c'est l'abolition du langage. Par exemple, quand j'ai écrit L'île haute, en effet, pendant une période de confinement où je me suis rendue, donc, on va dire une semaine toutes les 3 semaines à Valorcine, qui n'est pas très loin, que je ne connaissais pas du tout avant de décider d'écrire un roman qui se passe là-bas et qui raconte l'histoire d'un enfant qui rencontre une montagne, qui devient montagne lui-même. Vous comprendrez que cette histoire me touche de près. Il y avait la nécessité de parler avec des gens, de les rencontrer, de leur demander de me confier leur histoire, comme on peut partager des moments d'échange très forts dans un refuge, sur un bivouac. Et à ce moment-là, on n'est pas dans la montagne marchande, la montagne que je fréquente, hors de l'écriture. Et ce que je trouve très beau, c'est la possibilité justement de traverser des espaces et surtout des expériences, parce que l'espace, ça dit encore la séparation,
des expériences sans avoir à les nommer, sans avoir à passer par le langage, parce que l'expérience commune rend caduque la nécessité du langage. C'est comme ça que j'ai rencontré l'homme de ma vie, en fait. Vraiment, on est partis en montagne ensemble. Là, c'était le GR10. Et moi qui suis quelqu'un de très bavard et un peu obsédée par les mots, je me suis rendu compte que je pouvais passer des journées sans parler et que ça, non seulement ça n'était pas grave, mais qu'autre chose prenait la place du langage. Et que cette chose-là, enfin, rien ne m'était retiré. Il y a le langage, évidemment, du corps, mais il y a aussi vraiment cette expérience partagée qui n'a pas à être nommée parce qu'elle est vécue ensemble. Et je crois que voilà, le langage, c'est souvent une tentative de réparer ce qu'on ne peut pas vivre ensemble. Quand on dit que la littérature nous fait voyager dans les mondes autres et vivre d'autres vies que les nôtres, c'est justement parce que ce sont des expériences que nous ne pouvons pas vivre hors de la littérature. Donc il y a la rencontre, mais la rencontre, elle ne passe pas forcément par le langage, par le bruit. Voilà pourquoi le silence, ça n'est pas l'absence de rencontre et ça n'est pas forcément la solitude. Y a-t-il des mots parfaits pour parler de la montagne, pour la comprendre? Je ne sais pas, des mots parfaits. En tout cas, il y a des sensations et des sentiments parfaits. Mais pourtant, je voudrais renchérir sur cette idée du silence. Il est évident que la montagne, c'est une expérience du silence que nous faisons. Et peut-être aussi d'ailleurs que je comprends qu'on puisse rencontrer l'homme de sa vie en marchant, qu'on constate que l'homme aime qui en marche l'homme de sa vie ou la personne de sa vie, parce que, en effet, pouvoir se taire, c'est vraiment un signe, le lien, enfin, le signe le plus fort d'un lien avec quelqu'un, c'est la possibilité de rester longtemps avec cette personne sans parler. C'est vraiment une preuve absolue du lien. Ça peut être un lien amical d'ailleurs. Il n'y a qu'avec les vrais amis qu'on peut se taire longtemps et ça ne change rien. On parle beaucoup quand justement on n'est pas si proche que ça des gens. Donc c'est vrai que la montagne c'est le lieu du silence, et en même temps, évidemment, pour des écrivains, la tentation est grande d'essayer de mettre des mots sur toutes ces expériences silencieuses et fortes et profondes que nous vivons en montagne. Je présume que dans les cordées aussi, on se tait beaucoup. D'abord parce qu'on n'est pas tout près, mais j'imagine que dans cette traversée, il y a beaucoup de silence aussi, parce que je crois que la montagne est liée à ça. Je vais vous faire une confidence, si ça ne sort pas de cette salle. J'ai quand même l'impression, moi, et je vous pose la question, quand je pars marcher, ça m'est encore arrivé hier, je suis partie marcher et il y avait quelque chose qui me préoccupait. Pendant au moins 2 heures, ça tournait en boucle dans ma tête, c'est-à-dire que la montagne provoque un effet de ratiocination de la pensée. Alors je ne sais pas, je vous interroge tous. Est-ce que ça vous fait aussi cet effet? Il n'y a aucun moment où ça tourne en boucle comme quand je marche en montagne. Vous aussi? Non. Le corps, on parle de suite. Ouais. Ouais, il faut être vraiment très fatigué, hein, parce qu'il y a longtemps dans lequel ça tourne en boucle, et c'est pas du tout mon genre. Je veux dire, d'habitude, je tourne pas en boucle, quoi. Je pense une question et je la règle pas, mais je l'élimine. En montagne, c'est comme s'il y avait quelque chose en soi de, je sais pas quoi, pendulaire ou circulaire qui se met en route et qui peut durer très très longtemps. Mais ça me rassure, vous avez tous l'air de connaître ça. Est-ce que c'est l'effort ou est-ce que c'est la marche? Est-ce que c'est le fait de... Justement, je comprends pas. Je comprends pas. Vous me regardez parce que vous voulez que je réponde à cette question? Mais dans l'alpinisme, en tout cas, il y a toujours des passages qui demandent de la concentration. Et là, j'ai l'impression que l'esprit se condense comme un gaz. C'est-à-dire qu'on est présent au présent, on fait attention, on ne pense pas à ce qui nous a tourmenté avant, ni à ce qui se passera après. Il faut être présent à ce qui se passe. Et je pense que, comme pour les gaz, cette contraction, qui est provisoire, permet, quand elle cesse, parce qu'on redescend, ou parce que le chemin est plus facile, une sorte de dilatation de l'esprit qui, d'après ce que j'ai pu lire, ressemble à de la méditation.
Je suis incapable de pratiquer la méditation. J'ai essayé, hein, j'ai écouté des cassettes, j'ai compris qu'il fallait laisser passer les idées comme on regarde passer des nuages. Et une idée, c'est tellement rare que c'est lui qui passe, moi je la prends. Mais quand on descend un sommet, il me semble qu'on est dans un état assez proche de ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir des idées qui surgissent en apparence de rien, comme si ce qui est caché dans l'inconscient avait enfin trouvé les conditions pour sortir. Et vous parlez des bons mots pour dire la montagne, moi je sais pas. Mais moi j'aime bien la définition de l'alpinisme que propose Sylvain Tesson. Il disait, l'alpinisme, c'est la meilleure façon de combattre l'absurdité de la vie par la pratique d'une activité dont l'absurdité est encore supérieure. Avec des définitions. En tout cas, dans chaque pratique de la montagne, il y a toujours une part de risque, et le gros problème, c'est de ne pas banaliser le risque. Les personnes que tu as interrogées, Fabrice, c'est des personnes qui pratiquaient la montagne plaisir ou qui recherchaient dans la pratique de la montagne des sensations fortes. Un petit peu tous les cas de figure. En fait, il y a des gens qui pratiquent l'alpinisme, comme c'est le cas d'Étienne, de Jean-Christophe Ruffin, de Philippe Claudel. Après, Étienne, encore une fois, on parle très bien aussi, mais il faut peut-être distinguer déjà le risque du danger. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que moi, à mon petit niveau, j'ai pu découvrir ou redécouvrir en montagne, c'est la notion d'être exposé aux éléments. C'est-à-dire que dans la vie urbaine que je mène, tout est fait pour que mon corps n'éprouve ni souffrance, ni fatigue, enfin qu'il soit protégé à peu près de tout ce que le milieu naturel, logiquement, peut imposer au corps. Et en montagne, on peut déjà redécouvrir la fatigue, le froid, la faim, la douleur, enfin toutes choses que le monde protégé avec ses climatisations et ses chauffages est là pour vous empêcher d'éprouver. Après, pour ce qui est du risque, je crois que le risque zéro n'existe pas en montagne, qu'on n'existe jamais dans le milieu naturel. Et de ce que les uns et les autres semblent me dire, de ce que j'ai compris dans les portraits que je faisais pour le Club Alpin Français, aussi, parce que j'étais très très longtemps salarié du Club Alpin Français, dans une fédération sportive. C'est toujours un des gros enjeux dans les fédérations sportives, et notamment de montagne, parce que il y a beaucoup d'écoles pour les mineurs. Donc vous avez des gens qui mettent leurs enfants dans des groupes qui commencent en gros à la préadolescence. Et moi, quand je suis père, mon fils aujourd'hui à 25 ans, il ne fait pas de montagne. Et je sais qu'il y a toujours une espèce d'enjeu et de débat, de pas facile dans les familles d'ailleurs, de se dire quel est le niveau de risque acceptable pour mon enfant quand je le place dans une école d'escalade d'alpinisme du Club Alpin Français, dans le sens où qu'est-ce que ce risque peut lui apporter, quel risque il encourt, et est-ce qu'il vaut mieux quand même, puisque de toute façon, il y a un moment, il va vivre sa propre vie, il va échapper au contrôle des parents, enfin, il y a toutes les pratiques un peu de mise en danger que les adolescents, par l'alcool, par la moto, par d'autres choses, peuvent s'imposer. Est-ce que finalement la montagne n'est pas la meilleure école d'apprentissage du risque pour se construire dans certaines limites, je vais dire raisonnables, mais est-ce que les mots raisonnables de se concilier avec le mot de risque, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un degré qui est intéressant de se dire est-ce qu'on n'a pas besoin, enfin, on a besoin de la montagne pour justement retrouver ce risque que la société, en général, fait tout pour étouffer. Je ne sais pas si ma réponse avance des choses. La montagne nous met face à nos fragilités, et en montagne, nous sommes tous vulnérables, mais il n'y a pas qu'en montagne que l'on est vulnérable. C'est un sujet qui intéresse particulièrement Bélinda. Alors là, on fait une sortie de route. Merci beaucoup. Non, en effet, c'est absolument hors sujet. Donc en effet, cette année, j'ai publié un recueil de nouvelles qui s'intitule « Les vulnérables », et où il est question de tous ceux qui dans nos sociétés, en ce moment, autour de nous, sont des vulnérables. C'est-à-dire, ça peut être des enfants, justement, puisqu'on parle d'eux, qui sont les vulnérables, qui sont particulièrement vulnérables. Ça peut être des migrants qu'on rencontre ici, passant l'école. Ça peut être... D'ailleurs, il y a quand même une montagne, une nouvelle, parce que j'allais dire, il n'y a aucune... Si, il y a la première nouvelle qui se passe dans une vallée un peu imaginée,
un peu imaginé, où il y a une jeune fille qui disparaît. Vous avez peut-être entendu, je suis partie d'un reportage qu'avait fait Florence Aubenas sur la femme des bois, je ne sais plus comment elle l'avait appelée, une jeune femme qui hantait un peu une vallée. Donc à partir de cette idée-là, j'ai inventé une nouvelle qui se passe en effet dans une vallée. Voilà, mais donc cette idée de la vulnérabilité, c'était à la fois parler de ceux qui sont vulnérables, et puis parler de notre propre vulnérabilité, c'est-à-dire que nous tous, et peut-être un écrivain particulièrement, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter en lui cette vulnérabilité aux stimuli qui lui viennent du monde et à partir duquel qu'il peut penser, assimiler ou pas. Et donc la vulnérabilité, c'est une situation double, c'est celle de ceux qui sont fragiles devant nous, mais c'est celle aussi de notre disposition à accueillir cette fragilité des autres. Et je voudrais poser à Étienne la question suivante, c'est le rapport du temps que l'on peut avoir en montagne. Est-ce que la pratique de la montagne change le rapport que l'on peut avoir au temps? Ce qui est sûr, c'est que la pratique de la montagne ne change rien au temps lui-même. Et il me semble que quand on fait de la montagne, on éprouve ce qu'on pourrait appeler la densité physique du temps. C'est-à-dire que ce qui se passe modifie fortement le rapport qu'on a au temps et donc l'impression qu'on a de ce qui constitue. Évidemment, lui, il s'en fiche complètement de ce qu'on fait. mais encore une fois, ça nous rapproche de ce qu'on pensait du temps avant la rupture galiléenne ou newtonienne. Le temps dépendait des événements, ou la façon de parler du temps dépendait de ce qui se passait dans le temps. On attribuait au temps des qualificatifs liés à ce qui se passait dans le temps. Et puis Newton a défait tout cela en disant le temps est indépendant des phénomènes temporels, mais la montagne nous permet de comprendre, comme d'autres activités sans doute, pourquoi les gens autrefois pensaient ainsi. Finalement, la découverte de Newton, c'est une découverte complètement contre-intuitive, presque paradoxale. Je vais dire un mot sur le risque, parce qu'on en parle beaucoup, notamment en ce moment à Chamonix, puisque, comme vous le savez, il y a eu une avalanche avec une chute de sérac dans le blanc du Tacu il y a quelques jours. En fait, on vit avec ce que certains appellent un principe inverse d'évaluation des risques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'une activité est risquée si on est capable d'imaginer des procédures techniques, législatives ou autres permettant de réduire le risque. On appelle risque tout risque qu'on peut réduire par de la prévention ou autre chose. Et si on raisonne ainsi, alors le problème des risques en montagne est vite réglé. Il suffit d'interdire l'alpinisme. Parce que le risque, c'est la probabilité d'un danger, d'un dommage par une probabilité d'exposition. Donc, le risque d'alpinisme est nul pour ceux qui ne vont jamais en montagne, c'est simple. La question est, si on interdit l'alpinisme, est-ce que le risque n'est pas encore plus grand? Autrement dit, on a tendance à beaucoup plus penser les risques qui sont liés à nos actions que les risques qui sont liés à nos inactions. Et arrêter l'alpinisme, c'est sans doute beaucoup plus dangereux que d'arrêter l'alpinisme. De continuer l'alpinisme. Parce qu'en faisant l'alpinisme, on apprend où sont les risques, on apprend à les gérer. Et donc on est mieux armé ensuite pour les affronter. Et quand je vois par exemple des enfants très jeunes qui apprennent à faire du vélo avec un casque, 3 lumières, 5 paires de roulettes, presque une combinaison et un airbag, je me dis mais ils vont jamais apprendre ce que c'est qu'un vrai gadin. Et quand on prend un vrai gadin à vélo, ensuite on en prend moins. Alors que si on est très protégé, on risque de recommencer indéfiniment. Il ne faut pas que ça sorte ici, hein, parce que en ce moment, j'ai pas envie qu'on prenne des propos. Et moi, c'est que je suis avec casque. Et quand on marche dans le recueillement, comme Valentine, il faut se protéger. Est-ce qu'il y a un risque de tomber, de trébucher sur une pierre? Je ne marche pas dans le recueillement, je sais pas. Je sais pas si c'est ce que ça veut dire, mais non, c'est un moment de concentration et d'attention extrême, comme il a déjà été dit tout à l'heure, parce que
sans forcément grimper des parois impressionnantes comme celles qui sont grimpées par Étienne. Oui, on peut tomber, chuter de sa hauteur et cesser de marcher parce qu'on s'est cassé la cheville. C'est très belle une chute. On peut en effet prendre une avalanche de pierres, avoir une corde qui se rompt, mais en fait on peut aussi tomber de sa hauteur et plus pouvoir avancer. Alors là, oui, j'ai eu un certain nombre de grandes trouilles comme ça, parce que quand on marche un peu isolé, un peu seul, il y a encore des endroits, par exemple, donc j'ai fait la traversée des Pyrénées par le GR11 en Espagne, et il y a des endroits où pendant 3 ou 4 jours, on n'a aucun réseau. Et même avec un téléphone ou un appareil GPS, le réseau est très très difficile. Il y a des jours où vous rencontrez 3 personnes. Si le soir, comme ça nous est arrivé, vous chutez dans un pierrier et que vous vous cassez le fémur, et vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul et il n'y a pas de numéro d'urgence et il faut espérer qu'un hélicoptère vienne tourner au-dessus de votre tête dans les heures qui suivent. Mais donc, il y a des grands risques, il y a des petits risques. Enfin, le risque est en effet à de multiples échelles et faire attention où on pose son pied, c'est une concentration quand même de chaque instant. Donc il n'y a pas l'idée forcément de se laisser porter. C'est pourquoi, par exemple, moi, Belinda, je ne tourne pas en boucle avec le problème qui m'a peut-être obsédée dans les minutes qui précèdent, et je suis du genre très obsessionnelle, mais parce que l'endroit où je vais poser mon pied triomphe de toutes les autres problématiques qui auraient pu m'empêcher de penser à autre chose. Il y a une espèce d'appel, en fait, à tous les sens, ultra aiguisé pour positionner le sac qui pèse 12 ou 13 kilos, quelquefois plus, pour poser le pied entre les pierres là où il le faut, pour ne pas être aveuglé par le soleil. En fait, ça prend beaucoup de temps aussi et d'énergie. Voilà. Et ne pas se laisser aller à de tristes imprudences. Non, mais moi j'ai découvert il y a une intelligence du pied, en fait. Et Lionel Lacache avait montré... Elle n'est pas toujours intelligente. Oui, mais Lionel Lacache a montré qu'il y a ce qu'il appelle une vision inconsciente. C'est-à-dire que notre inconscient voit des choses que notre vision consciente ne voit pas. Et par exemple, dans les trails, dans les ultra-trails pendant la nuit, les gens au départ pensaient qu'on ne pourrait pas courir la nuit puisque on ne voit pas où on met les pieds. C'est pas vrai, en fait. On peut courir très vite en descente, alors même qu'on ne voit pas exactement où sont les pieds sur le chemin. Donc, on peut presque marcher sans regarder, quoi. C'est pas un conseil que je veux radicaliser, mais... Non, mais vous remarquez quand même que vous pouvez marcher sans faire trop attention à là où vous mettez les pieds. Y compris en terrain accidenté. Il vaut mieux avoir un cœur intelligent qui permet de vivre le plus loin possible, le plus haut possible. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos amis? Oui, la discussion s'est centrée autour de la randonnée. La randonnée alpine, ou l'activité de marche. L'activité alpine, l'activité de marche. Je pense qu'il est préférable de faire attention aux pose des pieds. Je comprends que notre cerveau, il peut avoir une vision préalable de l'endroit où on va marcher. Alors effectivement, on retient préalablement l'endroit où on va se sentir, on est obligé de faire attention à ce que l'on fait. Alors il y a une grande différence entre la randonnée alpine, même en terrain exclusif, et l'alpinisme. L'alpinisme impose une technicité. Et l'apprentissage d'une technicité, que ce soit en glace, en neige, en escalade rocheuse, il y a un apprentissage, un long apprentissage qui est requis. Et ça n'est pas requis pour un an. J'aimerais avoir les commentaires de l'alpiniste qui est notre physicien. Il vaut mieux ne pas lire en marchant. Comment? Je suis d'accord.
Non, mais moi, je ne veux pas être le porte-parole des alpinistes. Moi, je suis un alpiniste amateur, modeste. Mais je connais des alpinistes qui font des choses incroyables, avec une technicité remarquable. J'ai discuté il y a quelques jours avec Charles Desboulos, qui a fait la Rolling Stones dans les Grandes Jorasses, et qui redescendait d'une face nord en Italie. Lui, il a une technicité absolument incroyable. Et donc, en alpinisme, il y a tous les niveaux. Hein. Quand vous êtes avec un guide, il y a une partie de la technique qui est déléguée au guide, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même niveau technique que celui qui vous amène là-bas. Donc, oui, il faut une formation, il faut une initiation. Moi, j'avais suivi un stage de 10 jours pour commencer ce genre d'aventure. Mais je pense que c'est ceux qui hésitent à y aller, alors qu'ils pourraient aimer le faire, hésitent parce qu'ils se trompent, comme je me suis trompé pendant 10 ans, sur la difficulté de la chose. En fait, moi, je pensais que c'était physiquement très dur, techniquement impossible. Et en fait, les initiations qu'on propose aujourd'hui sont pratiquement faites, et je connais plein de gens qui font de l'alpinisme, alors que tout autour d'eux les portait plutôt à faire autre chose. Il faut au moins essayer. Et pas essayer une seule fois. Il faut essayer plusieurs fois. Je pense que, je ne connais rien en alpinisme, hein, mais je pense que ce soit la marche, que ce soit l'alpinisme, comme dans toute chose, il faut à la fois une technique et une esthétique. À partir du moment où on essaie de maîtriser l'un et l'autre, on prend du plaisir. À partir du moment où on a la religion de l'exploit, la volonté d'aboutir de la performance, forcément, cela doit gâter un peu le plaisir, et il n'y a pas cette esthétique que recherchent justement des amateurs éclairés comme Étienne. Je pense quand même, sans vouloir trop m'avancer, parce que c'est un terrain que je connais mal, mais les joies ressenties sont quand même proportionnées aux efforts consentis. Oui, c'est ça, il n'y a pas de jubilation sans effort préalable. Et c'est justement ce que nous disent tous les auteurs que l'on a reçus ici, que ce soit Wagner, que ce soit Ruffin, que ce soit Baudelaire, que ce soit Fabrice. Je pense que c'est effectivement dans l'effort que l'on s'accomplit le mieux. Et cet effort, on peut l'accomplir aussi bien dans la marche que dans la rampe. Voilà. Un montagnard chevronné, tu poses une question. Non, je crois que les sujets qui ont été abordés ici touchent à la fois l'intime, donc la relation avec soi, la relation avec les autres étant éventuellement des compagnons, les autres hors de la pratique, et la relation avec la montagne. Je trouve qu'il y a une pratique de la montagne qui, pour moi, rassemble un peu ce qu'on perçoit lorsqu'on fait l'escalade de l'alpinisme, ou de la randonnée. C'est la randonnée solitaire, longue, hors saison. Et je trouve que, l'ayant pratiqué longuement, c'est vraiment le moyen de se trouver soi-même, de faire face à la difficulté, au risque. On vient de parler du risque. On sait que quand on est tout seul au milieu de n'importe où ou ailleurs, fin octobre, ce n'est pas une question de GPS ou quoi que ce soit, il faut prendre ses responsabilités. Et pour ce témoignage que je donnerai, moi, j'ai réellement plus grandi en faisant de la marche, la randonnée solitaire, que en faisant même de l'alpinisme, ou, bien entendu, la randonnée à deux ou en famille. Mais la randonnée solitaire est un exercice fantastique pour l'esprit et pour le psychisme. Voilà ce que je dis. Je pense que c'est un sentiment partagé par d'autres personnes, par d'autres auteurs que l'on a reçus, parce que marcher en solitaire, dans le silence, c'est peut-être se retrouver soi-même, et c'est peut-être se donner l'occasion de s'ouvrir ensuite aux autres, une fois qu'on s'est libéré de ses propres tourments. C'est ce qu'ont pu te confier tes invités.
oui, effectivement, des gens qui marchent tout seuls, c'est aussi mon cas d'ailleurs, enfin, je ne fais pas forcément des marches très longues, mais c'est certain que l'exercice de la solitude, comme tu le dis très justement, on vit dans un monde en fait où on est sur-sollicité, sur-informé, enfin, donc quand tout ce flux s'arrête de mots, de sons, de bruit, on se retrouve vraiment face à soi, face avec soi-même, dans un milieu naturel, c'est très déstabilisant. Dans un premier temps, moi j'ai des moments presque un peu d'angoisse parfois, je dois avouer, et après, étonnamment, on commence à un peu apprivoiser cette espèce de nouveau rythme, ce silence, d'entendre les battements de son cœur, enfin toute chose qu'on n'est pas habitué. Mais ben, je ne sais pas, parce que je sais que Valentine pratique davantage la randonnée en autonomie, donc tu veux peut-être Non, moi je ne vais pas parler pour parler, je suis assez sensible à ce qu'a dit monsieur. Je crois que c'est vrai. Une question, Jacques? Oui, une observation. J'ai fait pas mal de traumatologie, et donc les probabilités d'accident en montagne sont extrêmes. Je pense de randonnée, je pense pas d'escalade. Qui être extrêmement accidenté, si les gens ne faisaient pas attention, entre guillemets, la probabilité qu'ils se cassent la cheville ou de accident comme celui soit très très grande. Et donc, il y a beaucoup d'accidents, mais il n'y en a pas tant que ça, par rapport à la probabilité. Et j'ai interrogé souvent les gens qui avaient des accidents, et j'étais intéressé, bon, c'est peut-être sélectif, je vois pas, ouais, par le fait qu'ils me racontaient souvent que ils avaient eu un pressentiment, ou ils ne le sentaient pas bien, ou en fait, etc. Et très très souvent, j'ai vu des gens qui avaient une espèce de préscience qu'il y avait quelque chose qui risquait d'arriver. Et donc, pour rejoindre un peu le développement de Pétenquier, mais ce ne sera peut-être pas tout à fait la même chose, je pense qu'on a un système de mémoire procédurale, c'est-à-dire on marche sans savoir qu'on marche. Et donc en montagne c'est pareil. Donc je suis assez d'accord avec lui sur le fait qu'on est capable de voir le chemin sans le regarder, parce qu'on ne le regarde pas toujours. Mais je pense que quand le cerveau est focalisé, ça rejoint un petit peu l'histoire de Mélinda, comme ça c'est chez moi, il est focalisé sur une idée, qu'on essaie de creuser, que voilà, on a l'impression que ça marche un peu plus, ou alors on est un peu, et on oublie qu'on marche. Et c'est là qu'à mon sens, survient, on est arrivé avant-hier, voilà, j'ai glissé sur une pierre, rien du tout. J'ai eu un impact, je l'ai ressenti dans les lombaires, tout ça parce que je n'avais pas amorti, je rien du tout, hein. Mais c'est un exemple banal, c'est-à-dire que je crois qu'à ce moment-là, ce petit moment-là, j'étais trop dans ma tête et pas assez sur le chemin, et donc, c'était ce qui a été dit, mais ce qu'il raconte, c'est assez bien dans le sens que si on est vraiment centré sur son activité de marche et l'intérêt qu'on va apporter à l'expérience que l'on a de se découvrir, on se déconnecte un petit peu de ces idées obsessionnelles ou ces idées qui parasitent notre bonne présence au monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je trouve que assez souvent, les gens accidentés, quand je leur racontais ça, parce que ça m'intéressait pas mal, ils étaient assez d'accord avec ça. Hein. C'est-à-dire que souvent, ces gens-là n'étaient pas en colère contre leur accident. Alors que quelqu'un qui, en ski, est percuté par un autre skieur, il est très en colère, parce que ça vient parmi... En montagne, c'est pratiquement, en randonnée, c'est pratiquement tout seul qu'on s'accidente. Si je peux me permettre, pour compléter ce que vous dites, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le type de terrain et le matériel aussi avec lequel on marche. Parce que moi, si je marche à plat, sans rien porter, sans obstacle, en effet, je ne peux pas oublier que je marche, mais quand on porte du matériel, que les muscles tirent, on a des bâtons dans les mains, on a des grosses chaussures, voire des crampons, on ne peut pas oublier en fait qu'on est en train de marcher. Et je crois qu'on est laissé justement par autre chose que par les idées qui peuvent par ailleurs être formidables à déployer. Moi, en tant qu'écrivaine, j'adore marcher pour écrire, mais c'est pas la même chose. C'est pas ma randonnée avec mon gros sac et mon matériel qui me permet de délier une phrase ou un nœud, voilà, contre lequel quelque chose contre lequel je bute dans l'écriture. Je vais plutôt marcher à plat le long des quais de Seine pour ça.
Vous ne pouvez pas ne pas penser du tout, c'est pas possible. Si vous nous dites que pendant 2 heures vous ne pensez pas, alors là, je dis que vous êtes une championne de la méditation, pensez pas. Parce que pour moi, ça me paraît impossible. Ça dépend ce que vous appelez penser, mais c'était simplement pour faire la différence entre la sensation de l'effort qui vous concentre sur ce que vous êtes en train de faire et la marche presque automatique qui n'est pas, voilà, qui n'est pas lestée et à partir de laquelle vous pouvez opérer en effet peut-être une sorte de méditation pour écrire un livre. C'est pas du tout le même genre de marche, c'est pas du tout le même type de marche. Et puis on pense. Et donc, je voudrais dire que la pratique raisonnable que vous proposez dans vos ouvrages respectifs est une incitation à la prudence, finalement. Juste avant de terminer, je voudrais vous demander aux uns et aux autres quels sont vos sujets d'actualité, ce que vous nous proposez pour l'avenir. Sujet d'actualité, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire dans les prochains jours. Oui, voilà. Là, j'arrive à Chamonix, je vais rester quelques semaines à Chamonix pour marcher, courir, écrire. Un livre qui s'appellera Culture physique. Vaste sujet, mais sujet très intéressant qui peut effectivement rassembler beaucoup de thématiques. Belinda, Bien, toujours un peu agité. Moi, je suis sur 2 livres en même temps. Un petit livre rapide que je suis en train d'écrire cet été et qui concerne les rituels d'écrivains, c'est-à-dire comment les écrivains professionnels, c'est-à-dire ceux qui passent 90% de leur temps à ça, comment les écrivains professionnels font-ils pour affronter toutes les angoisses, les tracas, les inquiétudes qui sont liées à l'activité d'écrire. C'est ma petite marotte, ça fait très longtemps que je pense à ça, et j'interroge toujours mes camarades écrivains, je leur dis, mais toi alors, tu as des petits rituels, tu as des routines, comment tu t'y prends? Et donc finalement, j'ai décidé de faire un livre où j'ai interrogé une quinzaine de mes amis écrivains, et je leur ai demandé de me parler de leurs routines, de leurs rituels, et de comment ils s'y prennent donc, face à cette activité si inquiétante qui est l'écriture. Donc ça, c'est ce que je fais, c'est cette espèce de livre polyphonique autour de l'écriture. Et puis, un peu plus long terme, j'ai écrit un livre pour cette collection qui s'appelle Ma nuit au musée, et où j'ai passé une nuit au Mucem à Marseille, et donc j'ai écrit un livre qui s'intitule Venir d'une mer, MER, et où je vais beaucoup parler de Méditerranée. et si tu le souhaites, on peut t'enfermer dans l'exposition des artistes de la vallée d'Aoste. Voilà. Et puis, je rappelle le recueil de nouvelles, Les Vulnérables, qui est remarquablement écrit et qui traite de plusieurs sujets, mais pas forcément la thématique montagne, sauf sur l'une des nouvelles. Voilà. Fabrice, d'autres entretiens en perspective? Oui, en fait, je viens de terminer le nouveau titre de la collection Version Intime, qui est en fait un recueil d'entretiens avec René Frémy, qui parle peu de montagne, enfin si, qui se passe plutôt dans les basses Alpes de Junon. Donc ça sera le 12e titre de la collection, et plus tard il y aura un livre avec Claudine Singer, qui vit dans les Vosges, et puis comme on a aussi ouvert la collection La Mer avec Chantal Thomas, je pense qu'on fera avec Didier Decoing, plutôt sur la navigation. De mon côté, je viens de terminer un roman qui n'a rien à voir avec la montagne. Voilà. Il devrait quand même. Pardon? Non, qui s'appelle Les fantômes de Poltava, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui traite du parcours d'un ancien pilote américain de bombardier. Voilà. Et qui se passe entre autres en Ukraine, d'où le titre de Poltava. Mais l'Ukraine de 1944, pas celle de 2024. Valentine n'a pas dévoilé ce secret. Je suis en train d'écrire un roman, voilà, voilà. Et puis, non, j'ai des projets avec d'autres dans le collectif, mais qui sont motivés par les autres, d'adaptations diverses et variées, notamment en BD, d'un livre jeunesse qui s'appelle Languille, de mon roman Kindle-Timmer, un roman graphique qui va être publié à la rentrée. Et puis, je lis des scénarios de cinéma, parce que j'ai la chance d'avoir 3 adaptations en cours. Puis il y a l'île Haute, qui se passe donc à Valorcine, il y a Banquise, qui se passe à Oumanak au Groenland, et puis un roman jeunesse sur la jubilation de mentir, donc tout à fait autre chose, qui est en adaptation multi-européenne. Donc je ne connais pas du tout ces univers,
je collabore comme je peux au travail des autres avec beaucoup de curiosité et d'émerveillement. Et puis voilà, j'essaie de terminer mon livre. Et de talent. Et on va être vraiment impressionné par la diversité des sources d'inspiration de Valentine Gobi, dont je rappelle le livre dans la collection Versant intime, Devenir montagne, Étienne Klein, donc Psychisme ascensionnel, Belinda Cannon, La forme du monde, et puis Fabrice Lardreau, donc sur son livre d'entretien, Leur montagne, 32 personnalités racontent. Dans cette collection Versant intime, il y a aussi d'autres auteurs prestigieux, vraiment, Michel Butor, Jean-Christophe Ruffin, Philippe Claudel, Chantal Thomas, dont on parlait, et puis d'autres, bien sûr. En tout cas, la constante en fait de vos livres, c'est que vous développez quand même le thème de l'épanouissement, des rencontres, de la solidarité et surtout de la recherche de ce qui est beau et de mettre en mots ce qui vous a émerveillé. En tout cas, merci de votre présence et puis merci Étienne, merci Belinda, merci Valentine, merci Fabrice, à bientôt.